Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne Les Secrets au clair de lune. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de la fille aînée. J'ai découvert ce syndrome un peu par hasard, pas dans un livre, pas en formation, mais en scrollant bêtement sur Instagram, comme on le fait toutes, souvent, sans trop réfléchir. Je me rappelle même plus ce que disait ce premier réel, mais je me rappelle très bien ce que ça m'a fait. Je me suis dit, c'est tellement moi. J'ai évidemment liké la vidéo en rigolant, et dans les jours qui ont suivi, l'algorithme a fait son travail. J'ai commencé à voir passer de plus en plus de réels de femmes de tous âges, de tout pays, qui parlaient de ce syndrome de la fille aînée. Et à chaque fois, c'était comme si quelqu'un racontait ma vie. La sensation de devoir être forte, la difficulté à demander de l'aide, la culpabilité quand on pense à soi, la peur de décevoir, et l'impression d'être responsable du bonheur de tout le monde. Et à un moment donné, j'ai vraiment ressenti un truc très fort. Je me suis dit, mais merde, en fait, je suis pas toute seule, c'est un vrai truc. Et la prise de conscience a fait son œuvre. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste moi, que c'était mon caractère, que j'étais comme ça, point. Mais en réalité, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que beaucoup de mes schémas étaient des constructions, des adaptations, des mécanismes de survie. Et aujourd'hui, grosso modo, 1 an plus tard, j'ai envie de prendre ce sujet à bras-le-corps. Pas juste de le survoler, mais d'aller un peu plus en profondeur, de comprendre, et surtout de partager avec toi ce que ce chemin est en train de transformer en moi. Alors, installe-toi confortablement, et c'est parti. Le syndrome de la fille aînée, c'est pas une maladie. C'est pas un diagnostic officiel reconnu par la psychiatrie, ni une pathologie. C'est un terme populaire qu'on utilise pour décrire un ensemble de comportements et de mécanismes très fréquents, pour mettre des mots sur une réalité psychologique et émotionnelle très fréquente chez les filles aînées. C'est le fait d'avoir grandi avec l'impression parfois très subtile, parfois très claire, qu'on devait être responsable. Responsable de l'ambiance, responsable de l'équilibre, responsable des émotions des autres, responsable du bon fonctionnement de la famille. Souvent, ce sont des petites filles qui deviennent des petites femmes beaucoup trop tôt. Ce sont des enfants qui deviennent responsables très tôt. Parce qu'on ne leur demande pas la même chose qu'aux aînés masculins, et encore moins à leurs benjamins. On les décrit souvent comme des petites filles très sages, très mûres, très raisonnables. Des petites filles qu'on félicite pour leur maturité, sans savoir que derrière cette maturité, il y a souvent une pression énorme. Et à l'âge adulte, ça donne des femmes incroyablement capables, fortes et résilientes. Mais aussi des femmes qui doutent énormément d'elles-mêmes, qui s'oublient en faisant passer les autres, avant elles-mêmes. Qui s'épuisent, qui culpabilisent dès qu'elles pensent à leur propre bien-être. Qui ont beaucoup de peine à demander de l'aide, qui développent une hyper-autonomie. Tout ça, ce ne sont ni des qualités ni des défauts. Ce sont des adaptations intelligentes mises en place par la fille aînée pour survivre émotionnellement. Ce qui est délicat avec ce syndrome, c'est qu'il ne vient pas forcément de parents malveillants. Il vient souvent de parents eux-mêmes blessés, fatigués ou dépassés. Il vient d'un système familial déséquilibré, parfois sans que personne en ait vraiment conscience. Parfois la mère est débordée émotionnellement. Parfois le père est absent, physiquement ou affectivement. Parfois il y a des frères ou des sœurs plus fragiles, plus turbulents, plus demandeurs. Parfois, il y a des drames familiaux, des deuils, des conflits, ou simplement trop de choses à gérer. Et la fille aînée, peu à peu, devient inconsciemment un pilier du système familial. Parce que dans tout ça, elle comprend très vite une chose. Si je veux que tout aille bien, je dois prendre sur moi. Je dois être forte, je dois être facile, je dois aider, je dois comprendre, je dois faire attention aux émotions des autres. C'est pas quelque chose qu'on lui demande explicitement. Mais c'est ressenti, c'est intégré, et du coup c'est incarné. Donc tout ça s'imprime profondément dans son identité. C'est pas un choix conscient, c'est un mécanisme de survie profondément intelligent, où la fille aînée s'adapte pour préserver le lien, pour préserver l'amour, et préserver la sécurité du système. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça pendant des années, l'enfant ne sait plus qui elle est en dehors de ce rôle. Elle ne sait plus ce qu'elle ressent vraiment, elle ne sait plus ce qu'elle veut vraiment. Elle sait juste ce qu'elle doit faire pour que les autres aillent bien.
Et l'autre problème, c'est que ces mécanismes, ils deviennent enfermants à l'âge adulte et parfois source de souffrance. Et ce qui est compliqué, c'est que ces mécanismes, ils deviennent invisibles. On se dit pas « Ah, je suis en train de reproduire mon rôle de petite fille ». On se dit juste « Bah, je suis comme ça ». On devient la personne sur qui tout le monde s'appuie. La personne qui écoute tout le monde, qui comprend tout le monde, qui gère tout le monde, qui porte tout et tout le monde. Mais à l'intérieur, il y a une tension permanente, une vigilance constante, un mental qui ne s'arrête jamais vraiment, une sensation qu'on ne peut pas se relâcher complètement. On a de la peine à se reposer sans culpabiliser, et le besoin de contrôle est violent et le perfectionnisme est à son summum. On est très dur avec soi-même, très exigeante, très critique. Dans le monde du travail, on peut se surinvestir, avoir du mal à déléguer, à dire non. Et souvent, on se retrouve dans des relations où on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit. Parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est rassurant d'une certaine manière. Et surtout parce qu'on a appris que notre valeur ne venait pas de qui on est, mais de ce qu'on apportait aux autres. Donc oui, on est des femmes super fortes, jusqu'au jour où le corps dit stop, où le cœur dit stop, où l'âme dit stop. Parce que oui, on est fortes, mais bien souvent, on est des femmes épuisées aussi. Ce qui est amusant, c'est que j'ai régulièrement des filles aînées en soins. Et le schéma est toujours le même. Et quand je pose cette question toute simple, et toi, qui prend soin de toi? Généralement, elles s'effondrent toutes en larmes. Déjà parce qu'elles se sont jamais vraiment posé la question. Et qu'on découvre, du coup, le cœur du problème. On a tellement appris à s'occuper des autres qu'on a oublié comment s'occuper de soi. Si tu as écouté mon épisode sur la blessure d'abandon, tu connais déjà une partie de mon histoire. Mais elle a aussi tout à fait sa place ici, parce qu'elle éclaire très bien la naissance de ce fameux syndrome de la fille aînée chez moi. Quand je suis née, j'étais le premier enfant de mes parents, la première petite fille, première nièce. Autant te dire que j'étais le centre de toutes les attentions. Aimée, choyée, entourée. Mon monde, à ce moment-là, était sécurisant. Et puis, autour de mes 4 ans, beaucoup de choses basculent. Ma maman est enceinte de mon petit frère. Donc déjà, rien que ça vient bouleverser l'équilibre d'un enfant. Mais en parallèle, ma grand-mère maternelle tombe gravement malade. Très gravement. À la naissance de mon frère, ma mamie est hospitalisée. Elle refuse de s'alimenter si ma mère n'est pas là. Ma maman se retrouve donc tiraillée entre son nouveau-né, sa propre mère en fin de vie, et moi, petite fille de 4 ans, au milieu de tout ça, voilà. Ma mamie finira par nous quitter, et toute cette période va profondément marquer l'ambiance familiale. Mon frère devient un bébé qui demande énormément d'attention, ce qui est totalement compréhensible au vu du contexte. Et mon père, lui, il est là, mais il n'est pas vraiment là. C'est un père très absent émotionnellement, il travaille beaucoup, et quand il est présent physiquement, je garde surtout le souvenir d'un papa allongé sur le canapé devant la télévision. Peu disponible, peu patient, avec une colère parfois difficile à gérer. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais ? Je m'adapte. Je deviens une petite fille sage. Celle qui ne dérange pas, celle qui joue seule pendant des heures dans sa chambre. Celle qui comprend, sans qu'on lui dise explicitement qu'il vaut mieux ne pas faire de vagues, qu'il ne faut pas ajouter de charge à maman, et qu'il ne faut pas provoquer la colère de papa. Avec le recul, je vois très clairement que c'est à ce moment-là que quelque chose se met en place. La petite Laetitia commence à construire une stratégie. Si je suis sage, si je ne demande rien, si je prends peu de place, alors je serai aimée. Alors je ne serai pas abandonnée. Et le problème, c'est que ce rôle, j'en suis jamais vraiment sortie. Il s'est même renforcé avec le divorce de mes parents. Mon père a plutôt priorisé ses compagnes et leurs enfants. Et si moi j'étais plus conciliante, par peur d'abandon, mon frère un peu moins, et du coup mon père s'est progressivement éloigné de la vie de mon frère, et du coup quelque chose en moi s'est activé très fort. Le sentiment que je devais compenser, que je devais être là pour mon frère à sa place. Alors je l'ai emmené en vacances avec moi, je l'ai aidé financièrement quand il en avait besoin, je lui ai refait sa garde-robe quand il a perdu beaucoup de poids, j'ai participé à ses études. Et je tiens à le dire très clairement, je dis pas ça avec amertume, je dis pas ça pour me plaindre. Si c'était à refaire, je le referais, parce que j'aime mon frère profondément. Mais ce que j'essaie de mettre en lumière ici, c'est autre chose. C'est que la défaillance de mon père
m'a placée dans un rôle qui n'aurait jamais dû être le mien. Un rôle d'adulte, un rôle de soutien, de pilier, de quasi-parent. Et ce mécanisme-là, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans le syndrome de la fille aînée. Et ce schéma ne s'est évidemment pas arrêté là. Du côté de ma mère non plus, l'histoire n'a pas été simple. Elle a refait sa vie très rapidement après le divorce, s'est remariée, a eu 2 autres enfants coup sur coup, puis a divorcé à nouveau plusieurs années plus tard. Elle est aussi tombée malade. Et souvent, les choses n'étaient pas faciles à gérer pour elle. Donc là encore, j'ai dû compenser ses défaillances. Presque naturellement, je me suis retrouvée à prendre une place qui n'aurait pas dû être la mienne. À soutenir, à encaisser, à comprendre, à être forte, toujours. Et tout ça, même quand j'avais ma vie d'adulte, ma vie de maman à moi, et que je n'étais plus sous le même toit qu'eux. Et c'est marrant parce que aborder ce sujet, ça me fait penser à un autre épisode, et ça me fait me rendre compte qu'en fait, ce schéma, ce rôle, il était tellement acquis qu'il n'était pas que par mes parents, il était aussi par les autres. Je me rappelle d'une période, donc j'étais déjà maman à l'époque, donc je vivais plus avec mes parents, et ma mère et mon ex-beau-père s'étaient déjà séparés. Et il y a eu une période pour mon petit frère qui a été un peu compliquée. Et je me rappelle qu'à un moment donné, donc la communication entre ma mère et mon ex-beau-père était très compliquée. Et du coup, je me rappelle que mon ex-beau-père, alors qu'on a eu toute notre vie ensemble, une relation qui était extrêmement compliquée, peut-être que j'en parlerai un jour, et il m'appelait régulièrement, trop régulièrement. Je me rappelle passer mes trajets entiers de retour du boulot, donc 3/4 d'heure, voire 1 heure suivant la circulation, au téléphone avec lui, parce qu'il s'inquiétait pour l'avenir de mon frère, parce que ma mère faisait pas les choses comme lui voudrait qu'il le fasse, tout ça. Et donc il tenait absolument à ce que je parle à mon frère, que j'intervienne, chose que j'ai pas fait. Cette fois j'ai mis un stop. Et d'ailleurs après ça on s'est pas parlé pendant très longtemps. Mais voilà, tout ça pour dire que cette place qu'on prend, elle devient acquise très facilement pour tout le monde. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse et je retourne à mon script d'origine. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de ce schéma. Pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en redevenant soi-même. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais progressivement. Ce qui est important à comprendre, c'est que sortir de ce syndrome, c'est pas devenir égoïste. C'est juste redevenir juste et aligné. Le premier pas, c'est évidemment de conscientiser ce rôle et de comprendre qu'il ne nous définit pas. Comprendre qu'on a le droit d'exister autrement qu'en étant utile aux autres. C'est apprendre à faire la différence entre responsabilité et sur-responsabilité. C'est comprendre que tu n'es pas responsable du bonheur des autres et accepter que tu puisses décevoir sans être une mauvaise personne. C'est apprendre à dire non sans te justifier et lâcher la culpabilité. C'est un chemin très doux, très progressif, parce qu'il ne s'agit pas de tout déconstruire brutalement. Il s'agit plutôt de déposer, couche après couche, ce qui ne t'appartient plus. Perso, ce chemin il passe par beaucoup de choses. D'abord des prises de conscience qui sont parfois inconfortables. Des moments où je dois me faire un peu violence pour dire non. Des moments où je dois accueillir ma culpabilité sans fuir. Et des moments où je vais rencontrer l'enfant en moi et lui rappeler qu'elle n'a plus besoin de tout porter. C'est des choses que j'ai travaillées à travers le journaling, le l'EFT, la visualisation, le travail énergétique. Et surtout à travers des petits choix quotidiens. Des petits moments où je choisis de me prioriser sans culpabiliser. J'en parle un peu plus en profondeur dans mon podcast sur comment j'ai appris à me prioriser, alors n'hésite pas à aller l'écouter après ce podcast. Ce n'est pas un chemin parfait, mais c'est un chemin qui est profondément libérateur. Si cet épisode t'a touché, c'est peut-être parce qu'il vient réveiller quelque chose de très ancien en toi, quelque chose de très sensible. Peut-être que toi aussi tu as grandi en pensant que tu devais être forte, que tu devais gérer, que tu ne devais pas trop déranger, que tu ne devais pas trop demander. Et peut-être qu'aujourd'hui il est temps d'apprendre autre chose, apprendre à recevoir, apprendre à ralentir,
Apprendre à te choisir et à vivre pour toi. Si cet épisode a résonné en toi, je t'invite à prendre un petit moment pour toi après écoute. Tu peux écrire ce que tu as reconnu, ce que tu as compris ou ce que tu aimerais transformer. Et si tu sens que ce sujet te concerne, sache que tu n'as pas à traverser ce chemin seul. Tu pourras retrouver en description le lien vers un exercice d'EFT que j'ai spécialement conçu pour les grandes sœurs qui ont besoin de se recentrer sur elles-mêmes. Et n'hésite pas à jeter un œil à mes accompagnements si tu souhaites avoir un petit coup de pouce dans ce processus. Et si tu veux soutenir ce podcast, le plus beau soutien reste le partage, le commentaire et le petit abonnement, pour que ces paroles touchent d'autres femmes qui, comme toi, portent beaucoup en silence. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie de m'avoir permis de t'accompagner dans ce moment et j'espère qu'il t'aura apporté la conscience, la douceur et peut-être un sentiment de reconnaissance dont tu avais besoin. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt sous la lumière de la lune.